Et moi, ce qui m'a fascinée parce que j'ai découvert de toi, c'est ce courage, cette résilience et cette capacité à surmonter des difficultés. Donc, ce que j'aimerais que tu nous partages ce soir principalement, c'est ça. Comment tu fais pour te retrouver. Je pense que tu cherches ces situations. Les situations difficiles. Non, ça, c'est pas vrai. Bah, elles te suivent alors. Les situations, les situations de crise, les pays en difficulté, les industries plus complexes que d'autres, et puis les entreprises qui sont en perte de vitesse jusqu'à ce que tu arrives. Quand j'arrive dans des pays, des entreprises, la situation c'est difficile, c'est dramatique. Aussi, la situation difficile arrive. Pour moi, l'objectif, c'est comment on va réinventer cette entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer que les gens qui aiment sa boîte, les gens qui aiment le travail, ils restent. Et on garde toutes les positions. La seule entreprise qui n'était pas leader, c'était Mexique, parce qu'on n'était pas leader. Mais j'avais 3500 employés. Et les États-Unis m'avaient dit, si on ne peut pas retourner, si on ne peut pas faire un turnaround de cette situation, on va vraiment fermer l'entreprise au Mexique. Et j'ai dit, on ne peut pas. Et mettre à la porte 3500 personnes. Et c'est l'intensité de la transformation qu'on a vécue, je sais, qui est totalement liée avec cette sensation d'imaginer pour une seconde qu'on doit virer le personnel. J'ai une conscience sociale énorme et je pense que ça, c'est fondamental. Et la tragédie qu'on vit... Merci. La tragédie qu'on vit dans des pays comme le mien, parce qu'il ne faut pas cacher, j'étais né au Venezuela et c'est terrible la situation aujourd'hui, c'est un peu la manque de conscience sociale de la force dirigeante. Que je vais vous raconter une histoire. Je n'ai jamais eu de grève, bien sûr, jusqu'à ce que je suis arrivé en France. Voilà. Mais jamais. Et j'ai eu des changements des syndicats, mais extraordinaires. Partout où j'ai vécu, j'avais une relation, parce que j'avais conscience sociale, je m'occupais de mes équipes, donc il n'y avait aucune raison pour faire des grèves. Mais en France, ils font des grèves pour n'importe quoi. Donc c'est la même chose, mais ils font des grèves. Et c'était extraordinaire. L'Argentine, jamais les équipes avaient fait de grève. Bon, il m'appelle le matin, il me dit, Maggie, il y a une grève. Ah oui, j'ai pris l'avion, c'est exact comme je vous raconte. Il y avait les gens qui étaient à la porte, et j'arrive, je descends de la voiture, et il y a 2 larmes qui sortent comme ça. Et les gens sont retournés à travailler. Moi, je me rappelle. C'est incroyable. Il y a un lien qui se passe quand on prend des décisions comme ça, qui ont montré que nous, on est nos équipes. Et c'est ça. Quand on vit des crises comme ça, moi, je suis convaincue qu'il faut vraiment se rendre compte que l'entreprise vit à travers de nous. Et donc, c'est d'abord travailler très dur pour créer une proposition qui peut transformer l'entreprise. Et après, cette rêve, il faut les vendre à toutes les équipes. Par exemple, au Mexique, moi, pour parler avec tout le monde, j'arrivais à 2h du matin, c'est les premiers groupes, et l'autre équipe, c'était à 6h du matin, l'autre équipe, c'était à 11h. Et après, je prenais l'avion pour aller au nord et parler avec les équipes du nord. Et en 24 heures, tout le monde avait la même information. Et c'est ça. Et on fait partager les rêves, et quand les rêves de nos équipes, c'est les mêmes rêves que toi, moi, je vous jure, les jours se passent. Et les choses que j'ai vécues, les transformations que j'ai vécues, c'est vraiment la force et l'énergie des équipes qui vont tous vers la même direction. Et il dit, mais il faut taper sur la table. Et il passait son temps à dire ça, surtout au début. Mais Maggie, il faut taper sur la table. Je ne vais pas taper sur la table. Je suis désolé. Ouais. On prendra le temps et on trouvera la manière de travailler.
Et au début, c'était difficile parce qu'ils s'étaient habitués qu'il y avait quelqu'un qui tapait sur la table. Mais aujourd'hui, c'est absolument génial. Et on est sorti d'une situation super difficile parce qu'on partage les syndicats avec une maison de cousine qui est Veuve Clicquot. C'était mes cauchemars. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et moi, je pense que j'ai fait, c'est ce que maman disait, tu peux faire éloigner les mal avec les biens. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai continué à installer mon style petit à petit. Et aujourd'hui, je m'occupe de mes gens, j'y suis proche. Et ça a fait complètement partir les élus qui ne viennent plus jamais. Voilà, c'est fantastique. On n'a plus de grèves, la situation est géniale. Il n'y en a que les grèves nationales qui sont suffisantes. On n'a pas besoin. Donc, est-ce que ton approche transforme les cultures dans les entreprises? Bon, bien sûr que quand tu vas faire des changements, parce que tu vis une crise, le pays est en crise, et tu as besoin, si tu as une position qui est une position forte, si un leader, comme c'était le cas de l'entreprise en Argentine, et il y a une crise nationale, tu es obligé à tout faire pour sortir de cette crise avec l'entreprise plus forte. Et le leadership, c'est pas la division, c'est pas t'éloigner, c'est toujours les partages, c'est toujours donner aux autres, c'est toujours aider les autres. Donc c'est vrai que pour moi, les vrais leaderships, les suivis des équipes, les suivis des organisations, c'est toujours très lié à cette générosité que les leaders doivent avoir avec ces entreprises et aussi avec les entreprises qui t'entourent. Mais moi, je pense que mon style, je suis très fière et je suis très contente. Je me sens très bien avec mon style. Et voilà, il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, je m'en fous un peu. Et dis-moi, puisque tu as vécu, bon, on en a parlé, tu es vénézuélienne, tu as commencé donc à Seagram, enfin tu n'as peut-être pas commencé là, mais c'est certainement pas commencé comme présidente, mais tu as été présidente de Seagram, je pense en 92. 91, oui. En 91, par la suite au Mexique, Nabisco, ensuite en Argentine, avant d'aller en France. Ça demande quand même un certain niveau d'adaptation, changer de pays, s'adapter, comprendre les règles, le non-dit, etc. Comment on fait pour s'adapter comme ça aux cultures et aux changements? Bon, la première chose, c'est vrai, et je trouve que ça, c'est la partie la plus enrichissante de pouvoir aller d'un pays à l'autre, mais c'est vrai. La clé, c'est de savoir que peu importe la position que l'on va remplir, il n'y a personne qui nous attend. Personne ne nous attend. Et c'est à nous de nous adapter. Et ce n'est pas aux équipes de s'adapter à nous. Et c'est à nous de comprendre la culture et de ne pas la critiquer. Il n'y a rien de plus blessant que les gens qui arrivent, qui ne se rendent pas compte que les réactions font partie de la culture et qui les attaquent, les critiquent. C'est pas possible. Alors, je trouve ça très intéressant, ta manière d'aller au fond des choses, c'est-à-dire que tu as besoin de comprendre. Tu veux comprendre ce qu'il y a derrière, l'historique et les raisons profondes. Et je pense que c'est un petit peu ce qui t'a permis de redresser Krug. Sans doute. Mais c'est intéressant, et je vais le dire parce que je pense que c'est pas sympa, mais je vais vous dire pourquoi ça m'a pris presque une année et demie pour trouver le chemin chez Krug. Et je pense que c'est hyper important. Les humaines vont jamais se tromper par ses faiblesses. Les humaines vont toujours se tromper pour la surutilisation de ses forces. Donc quand j'étais invitée chez Krug, la première chose que j'ai dit, mais Krug, c'est 60 personnes, qu'est-ce que je vais faire là? Moi j'ai toujours géré des boîtes de 350, 750, 650, 3500, qu'est-ce que je vais faire chez Krug? Une maison de 60 personnes, j'ai jamais travaillé dans une maison de 60 personnes. En plus j'ai peur, parce que j'ai tellement passionné que qu'est-ce que je fais avec 60 personnes? Ils vont pas pouvoir avec moi. Donc j'ai dit, c'est pas possible. Et quand Christophe Navarre, très gentiment, me dit, je veux que tu viennes, tu peux pas me dire non, Maggie, pour faire Krug. Je dis, mais Krug, c'est trop petit pour moi. Et là, mon mari, qui était mon fiancé, qui est un homme du vin aussi, tourne comme ça, me dit, tu peux pas dire non, Krug, Maggie. Krug, c'est le meilleur champagne du monde. Tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir voir, parce que j'ai dit, mais c'est trop arrogante, je déteste la personnalité, tu vas changer ça, ne t'inquiète pas. Mais il faut que tu dises oui. Donc j'ai dit oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ma tête? J'ai sous-estimé les problèmes.
Et j'ai dit ça, je vais l'arranger. C'est une petite boîte. Facile. Donc, c'est ça les problèmes. C'est ce qui m'est arrivé là, c'est que moi, j'ai mis tout mon talent derrière la reconstruction de la maison. La maison souffrait beaucoup parce qu'il y avait la communication qui était gérée dans les années précédentes. C'était une communication néfaste qui a fait beaucoup de mal à la maison. Et la maison avait perdu en 2 ans, parce que moi j'ai fait partie de la perte, 70% de volume. On avait perdu 35 et avec moi, on avait perdu 40 et avec moi, on a perdu 35. Et c'était terrible parce que moi, jamais de ma vie, j'avais eu un échec comme ça. Et quand je parle aux jeunes, j'ai dit, vous savez, on ne sait jamais l'échec quand va arriver. Il est arrivé quand j'avais 53 ans, 31 ans d'expérience, on ne sait jamais. Et voilà. Et c'est vivre l'échec. Ça, c'est différent parce que j'ai vécu l'échec. Et là, je suis persévérante dans les styles de communication. Je suis persévérante. Voilà. Donc, j'ai trouvé la force et en plus, j'ai eu les soutiens extraordinaires. Je vous dis ça parce que je pense que ça peut arriver à n'importe qui, plus jeune, plus vieille, dans les organisations, dans les entreprises, dans les maisons, dans la famille. Et moi, j'ai eu les soutiens incroyables du groupe. Et LVMH s'est rendu compte que je n'avais pas compris que les luxes ne se gèrent pas comme les mainstream. Et lui, il m'a dit tout de suite, mais Maggie, bien sûr, ne t'inquiète pas. Tu es en train d'imaginer que tu vas pouvoir faire les choses comme tu as fait avant. Tu es complètement dans une autre entreprise, tu es dans une vraie maison de luxe qui n'était jamais développée. Et ça va te prendre entre 3 et 4 ans, parce que les luxes, c'est le temps. Il m'a dit ça, je suis retournée à la maison, j'ai ouvert les livres que j'avais achetés quand je suis arrivée. Ça s'appelait Les luxes obligent, les luxes Blancard. Et 30 minutes après, je savais que moi, j'avais raté les chemins de la solution. Et donc, je me suis rendu compte qu'on était complètement déconnectés de nos racines. Et de là, c'est un voyage qui était extraordinaire a commencé. Et nous, aujourd'hui, l'histoire est écrite en 5 langues. Les fondamentaux de la maison sont tout faits. On a transformé la maison, on a transformé la communication, on a compris nos racines. Donc, ça nous permet d'aller plus loin dans la construction de l'avenir. Et on a tout changé, on n'a rien changé. Parce que les champagnes qu'on boit aujourd'hui des Krug ont été créés tous avant moi. C'est ça qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, les résultats sont fabuleux. On a fait les meilleures années de l'histoire et on va faire cette année une meilleure année que l'année précédente. Donc, si tout va bien, mais c'est génial. Mais c'est vrai que c'est aussi accepter mes erreurs. Je l'ai accepté avec beaucoup d'humilité. Alors, c'est une belle leçon d'humilité, de résilience. Et en fait, je pense que une des choses que tu dis souvent, c'est important de sortir d'une crise plus fort qu'avant. Et probablement que toi, en tant qu'individu également, tu t'es retrouvée plus forte qu'avant. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu viens d'avoir 60 ans. Tu as effectivement 2 enfants, mais c'était pas là que je voulais aller. C'était la carrière extraordinaire que tu avais derrière toi. Tu sièges également sur un CA qui est celui de Baccarat. Je me demandais, bon, d'abord, tu as goûté au luxe. Est-ce que tu veux rester dans le luxe ou est-ce que pour toi, des défis, retourner dans le mainstream, c'est quelque chose qui serait envisageable? Quelles seraient les prochaines étapes? Qu'est-ce qui t'excite à ce stade-ci? C'est très sympa parce que je ne sais pas qui m'a demandé aujourd'hui. Je lui ai dit la clé pour vraiment pouvoir continuer à grandir, c'est de ne jamais penser où est-ce qu'on va, mais vivre à fond ce qu'on fait. Donc, j'ai aucune idée. Je sais que j'adore former les jeunes. Je sais que j'ai une passion pour la formation. Je sais que j'ai une passion pour la communication, pour les conférences. C'est un vieil rêve que j'ai. Mais est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça arrivera comme ça? Je ne sais pas. Mais je suis sûre et certaine que si on vit à fond, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Alors, parmi tes nombreuses passions, tes 2 fils? Ah oui, bien sûr. Tes 2 fils et petits-enfants également, qui vivent au Mexique. Alors, comment est-ce que, pendant toutes ces années, comment ça s'est passé? Parce que tous ces déménagements, et puis, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec Skype, etc., mais comment on fait pour garder un certain équilibre, vie professionnelle, vie familiale? Quand on est présidente, tu es présidente depuis les années 90, donc ça fait quand même longtemps que tu es dans des postes très importants.
Comment on fait pour garder ça? Bon, moi je Préserver. pense que l'équilibre, c'est l'équilibre qui existe en soi-même. Moi je pense que cette histoire d'aller chercher l'équilibre comme si on va acheter 1 kilo de riz dans les supermarchés, ça n'existe pas. L'équilibre, c'est l'équilibre qu'on a en soi-même. Moi j'ai travaillé beaucoup, mais mes enfants savaient toujours que quand ils avaient besoin de moi, j'étais là. Moi, au lieu d'aller m'acheter des trucs et des robes et dépenser l'argent dans des choses superficielles, moi j'ai payé les gens qui m'aidaient. Je les super bien payés. Pour qu'ils, allez, zéro problème, ils pourraient vraiment s'occuper de m'aider avec mes enfants. Donc c'est des décisions qu'on prend, et moi, je n'ai jamais de la vie me senti coupable. Jamais. À mes 27 ans, parce que mon mari a eu un problème, et mon ancien mari, il est papa de mes enfants, et donc je me suis occupée de l'économie de la maison, complètement. Mais jamais je me suis sentie victime, jamais. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et on continue. Et donc, mes enfants se sont rendus compte, et à un moment donné, quand je voulais me divorcer, et mon mari ne voulait pas, donc il est venu au Mexique, mais à la fin, c'est toujours pareil, donc on s'est séparés. Et c'était mon fils cadet qui m'a dit « Mamie, pourquoi tu te divorces ?» Et j'ai dit « C'est ça. » « Ah, ça, c'est OK, OK, je vais me divorcer. » C'était comme ça, j'ai partagé tout. Pourquoi je suis allée au Mexique? Je n'ai pas travaillé dans les vins spiritueux. J'adore les vins spiritueux. Pourquoi j'ai travaillé dans les biscuits? Parce que je voulais travailler dans quelque chose que je pourrais partager avec eux. Et donc c'était une période de l'année 95 jusqu'à l'année 2000. Et quand est l'année 2001, j'ai une proposition de travail au Mexique, au nord, pour faire Home Depot, que c'est, voilà. Et j'ai la proposition d'aller en Argentine avec les groupes Moët Hennessy et LVMH pour diriger toutes les propriétés Moët Hennessy en Argentine. Et voilà, j'ai cité beaucoup parce que j'ai voulu aller en Argentine. Mais c'était au Mexique, mon fils aîné, il avait 16 ans, il allait avoir 17 ans juste un mois après. Et les 2 enfants arrivent, ils disent « Mamie, on veut parler avec toi. » Je dis « Ok. » Voilà, on veut te dire qu'on sait que tu as décidé de travailler dans l'industrie alimentaire pour nous accompagner, mais maintenant, on est grand et tu ne peux pas me comparer un marteau avec un verre de champagne. Ah donc, allez en Argentine. Et c'est comme ça. Voilà, j'ai une relation extraordinaire avec mes enfants. Ils m'ont jamais donné de problème. C'est contre toutes les théories. Et je dis toujours, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas des paquets. Il y a que les choses qui sont faites avec bon sens et amour. Et surtout, c'est ce que tu as dit avant, de comprendre. Jamais, ni à mes employés, ni à mes enfants, j'ai dit, il faut faire quelque chose parce que j'ai dit qu'il faut faire. Jamais. Il faut faire quelque chose parce qu'on va comprendre pourquoi il faut le faire, toujours. Je pense que je parle au nom de tout le monde quand je te dis que tu représentes majestueusement les valeurs que Merci. tu défends avec autant de vigueur. Ta générosité, ton ouverture, ton authenticité sont extraordinaires. Je m'en suis rendu compte dès que je t'ai rencontré et j'espère que tout le monde partage mon opinion ici dans la salle et on te dit vraiment merci. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci, Carole.